Rétrospective de la semaine, c'est la sélection des principaux sujets ayant marqué l'actualité du 8 au 13 juillet 2024. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La première moitié de la semaine a été marquée par la nomination dans les normes de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, les premiers signes de la tempête qui secoue l'UDPS, la présentation des principales orientations de la diplomatie repensée du président Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat. Oui, la rencontre Jacquemain Chabani et une commission chargée justement de la délivrance de la carte d'identité, la résolution de la 49e Assemblée parlementaire francophone condamnant le Rwanda à cause de son agression sur les territoires congolais, l'exercice de transparence dans la gestion de la chose publique par la première ministre et son prédécesseur auprès de la Cour constitutionnelle. Retour en images. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et celui du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, avaient répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, le lundi 1er juillet, conformément à son télégramme du 28 juin, qui demandait aux deux gouverneurs de surseoir à la procédure de présentation de leur programme dans leurs assemblées provinciales respectives. Tous deux, ayant nommé 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux, avaient agi en violation de l'article 198 de la Constitution. Le samedi 6 juillet dernier, le gouverneur Jacques Kiabula a signé un nouvel arrêté nommant 10 ministres provinciaux conformément aux prescrits de la Constitution. Mais de son côté, son collègue de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, tarde encore. Quelles sont les raisons du silence du gouverneur de la ville de Kinshasa ? À quel niveau les tractations avec les différentes forces politiques bloquent-elles? Des questions sur les lèvres de plusieurs Kinois, mais sans réponse, puisque toute démarche à l'hôtel de ville pour obtenir des réactions ont été sans succès. Notons que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga prévoit l'investiture du gouvernement Kiabula ce mardi 9 juillet à Lubumbashi. Dans un communiqué publié samedi dernier, le ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a ordonné à la police judiciaire de parquet d'ouvrir une enquête sur les soupçons des détournements de fonds au sein de l'ancien bureau du Sénat. Cette décision fait suite à une lettre signée par Tanguma Tomongonde Mosei, sénateur honoraire et président intérimaire du bureau sortant, dans laquelle il dénonçait le détournement de 8,92 milliards de francs congolais, soit 3 millions de dollars américains par le bureau provisoire du Sénat. Selon Mosei, le bureau provisoire aurait également détourné la totalité des émoluments du mois de mai 2024 destinés aux sénateurs sortants et aux membres du bureau sortant. Il a souligné par ailleurs que la validation de mandat des nouveaux sénateurs n'a eu lieu que le 2 juin 2024. Ces révélations ont suscité l'indignation des internautes sur les réseaux sociaux qui dénoncent les sommes colossales dépensées par les institutions politiques alors que des projets communautaires manquent de financement. Le bureau provisoire du Sénat, dirigé par son président Pascal Kinduelo, a refuté ces allégations dans un communiqué officiel. De plus, le Sénat a publié des documents contredisant les accusations de détournement de fonds. Pascal Kinduelo affirme n'avoir trouvé aucun dollar dans les caisses et soutient avoir hérité de dettes considérables du bureau sortant. Le vendredi 5 juillet, le bureau provisoire du Sénat a mis en place une commission d'information ad hoc pour éclaircir ces allégations. Cette affaire de détournement présumé au Sénat suscite des interrogations et des débats passionnés, tandis que le ministre de la Justice a pris des mesures pour enquêter sur ces allégations. Il reste à voir comment la commission d'information ad hoc éclaircira cette situation. Dans l'intervalle, les citoyens attendent des réponses transparentes et des actions concrètes pour garantir la bonne gestion de fonds publics. Une bonne organisation afin que la conférence de presse puisse se dérouler dans les meilleurs. Plusieurs questions traversent les esprits après un face-à-face Étienne Longondo et les médias. UDPS, parti au pouvoir, serait-elle menacée d'implosion? Quel avenir pour l'ex-fille aînée de l'opposition au terme de 10 années de règne? L'interlocuteur de la presse reproche à Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, à naviguer à contre-courant en désignant un cadre qui ne répond pas aux normes pour être nommé au poste de directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Selon Étienne Longondo,
Plusieurs autres cadres et militants du parti l'UDPS reprochent à Augustin Kabouya d'avoir violé le règlement du parti. Quand j'étais ministre de la Santé, il y a une dame qui est venue me voir. Il n'est pas du l'UDPS. En 2021, au début. J'ai dit voilà, il faut me parrainer parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. C'est ça que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte dans l'adhésion, comme ça, on va parler. Alors la dame s'est sentie soufflée. Un jour, je vais chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la carte. Quelques mois après, la dame a été nommée administratrice. Au regard de la situation actuelle, peut-on encore espérer à une UDPS forte comme avant ou à la dissolution d'un parti politique? Autrefois exemple de tout un continent, le temps est mieux placé pour répondre à cette question. Le Canada aujourd'hui nous a offert un cadre à travers l'APF de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de remercier les autorités canadiennes pour l'accueil qu'ils nous ont réservé, mais aussi les cadres qu'ils nous ont offerts et l'organisation qui a été menée de main de maître par le président sortant et l'ensemble du bureau qui le composait. Nous voulons aussi vous dire qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire congolaise a gagné une résolution qui a été adoptée par l'ensemble des pays francophones, y compris le Rwanda, qui condamne cette guerre et qui demande que les armes cessent dans cette partie de la République. Monsieur le Président. Et que désormais, les parlements du monde, et particulièrement africains, puissent prendre des initiatives pour ramener ou accompagner nos exécutifs pour amener la paix au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et même entre l'Algérie et le Maroc. C'est très intéressant ce que nous avons dit comme travail. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Suisse qui nous a soutenus à la suite de mon intervention, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Beaucoup de pays ont soutenu la République démocratique du Congo. Dans sa réplique timide du Rwanda, qui n'a pas demandé ou appelé une réplique de la part de la République démocratique du Congo, nous avons senti que c'est comme si, vous voulez dire qu'il ne dit mot consent. Et que, bon, et ils ont dit aussi qu'ils veulent la paix. Mais nous voulons ici parler vérité et que nous soyons sincères, on va trouver des solutions à ces problèmes. En attendant, nous devons tous, Congolaises et Congolais, ouvrir les yeux et le bon pour préserver l'intégrité de notre territoire. Militaire, diplomatique, médiatique, économique et judiciaire. Alors nous entendons beaucoup, on parle de solutions politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un processus de Nairobi qui a commencé il y a 2-3 ans où le président de la République lui-même s'est entretenu avec les groupes armés locaux. Et c'est en début de ces processus que le Rwanda a décidé de recréer le M23. Nous ne donnerons jamais de prime à ceux qui tuent, parce que lorsqu'on parle de solutions politiques, certains parlent justement de ces fameux dialogues. Nous discutons avec les Rwandais dans le cadre bien convenu de la feuille de route de Luanda, le cadre sur lequel, si vous lisez d'ailleurs la communication de la Maison-Blanche, qui en parle encore, parce que c'est des cadres que tout le monde reconnaît. Pour le reste, on sait qu'il y avait un processus qui avait commencé avec le président Kenyatta, mais tous ces processus avaient convergé sur ce qui a été convenu à Luanda. Nous pensons que si à Luanda,
tout le monde est sincère, pour utiliser l'adjectif souvent repris par ma collègue, nous pourrons avoir des avancées. Et qu'il faut exclure toute idée d'ailleurs de négociation, de dialogue ou de discussion avec des supplétifs. Le mal, c'est le Rwanda, le mal, c'est Paul Kagame, et tout le monde sait que c'est lui, le mal, et c'est le mal qu'il faut traiter. Voilà. On va prendre les dernières questions. On a parlé de Madame... Alors qu'au Haut-Katanga, le show s'accélère avec l'investiture du gouvernement provincial prévu ce mardi 9 juillet par l'Assemblée provinciale de la capitale du cuir. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba continue malheureusement à marquer le pas. Le cause de marche de la tortue demeure jusque-là inconnue. Pendant ce temps, la ville capitale de la République démocratique du Congo poursuit sa descente aux enfers. La ville s'émeurt de sa belle mort. Faut-il continuer dans ces rythmes? Des informations fuitées font état du blocage au niveau de calculs politiques. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki serait sous pression pour le remplacement de plusieurs noms sur sa liste revue. En nommant son directeur de cabinet, le premier de Quinoa aurait dû mettre la circonstance à profit pour rendre publique son équipe conforme. La longue attente se poursuit. Les 13 millions d'habitants de Kinshasa invités au silence en attendant la fin de combines politiques indéterminées mais loin d'être bénéfiques à la population condamnée de vivre les dilemmes de défis pourtant surmontables. Le spectacle est désolant. Lorsque vous arrivez sur les deux avenues, Kalembelembe et Nyangwe à Lingwala. C'est depuis près d'un an déjà que Kalembelembe est très connu pour l'hôpital pédiatrique de référence portant le même nom. Canalisation bouchée. Les eaux de pluie et celles coulant des ménages du quartier Beauvant, souvent privés de l'issue débordant avec des conséquences sur la chaussée. Le riverain plaide pour la réhabilitation de cette avenue. Il y a un problème ici chez nous, dans notre avenue Kalembelembe. Il y a une vague d'eau qui vient de Beauvant, qui arrive jusqu'au niveau de Nyangwe, traverse Nyangwe, sur l'hôpital Kalembelembe et s'entre directement. Et ça fait un problème délicat entre la chaussée et les caniveaux. Et de l'eau ne traverse pas les caniveaux et ça passe dans la chaussée. C'est pour cela que ça crée ces grands délabrements. Pour le moment, il y a une société qu'on avait installée, il n'a pas fait longtemps. Il a fait que quelques jours et disparu jusqu'alors. Même son de cloche. Du côté de l'avenue Nyangwe voisine, dans son tronçon entre avenue Kidoda et le rond-point des Huileries, un délabrement très avancé. Un semblant de travaux a été observé sur ces tronçons, mais sans suite au grand regret des usagers. Après, on suivi. Mais depuis, chaque infrastructure a besoin d'un suivi lorsqu'il commence son délabrement. Depuis les délabrements de son tronçon, il n'y a pas de suivi. Lorsqu'il pleut, c'est un problème ici. Tournez derrière l'avenue Kalembelembe. Vous constaterez les désastres. Il n'y en a pas de route. Nous avons besoin de route. Le chauffeur-conducteur déclare payer les taxes, mais il n'y a pas toujours de solution. Aux responsables compétents d'agir avec diligence en prenant en compte la donne saisonnière. Vivant dans la rue de Pouzintan, ces enfants sont en quête d'un toit et de la nourriture quotidienne. Ils s'en donnent à la drogue, au vol de biens d'autrui, au banditisme et de la prostitution pour les filles, faute de mieux. Selon les déclarations, nombreux parmi eux sont dans la rue, non pas de leur propre gré. Ils lancent à ce sujet un appel à l'aide au gouvernement en vue de leur réinsertion dans la société. Je n'ai jamais connu mon père depuis ma naissance. Toutefois, j'ai vu les pères de mes frères. Alors, il s'est fait que ma mère et mes frères m'ont maltraité en me demandant d'aller les chercher. C'est cette situation qui m'a poussée à me séparer d'eux. Voilà pourquoi je me retrouve dans cet état. Et ce que je veux maintenant, c'est de retourner à l'école. Pourquoi sont-ils dans la rue? Les raisons sont multiples. L'on note selon les concernés les traitements dégradants dont certains sont l'objet dans leurs familles respectives, la pauvreté, la disparition de parents. Sur ces lots de malheur figurent également les enseignements reçus dans certaines églises par les tuteurs. Et mon impression et ce que j'ai appris d'eux, ils ne sont pas toujours de sorciers ou les noms qu'on école de loin, mais ce sont aussi des enfants qui
qui ont été privés de leur enfance ou leur jeunesse et tout, et qui se retrouvent dans la rue. Et je me rappelle que l'un d'eux m'a dit une fois que non, quand je vole, c'est parce que je veux manger. Je ne vole pas parce que je désire voler, mais c'est ça le moyen le plus facile pour avoir quelque chose pour manger et tout. Alors, et tu sens que non, ils ont besoin de l'affection, besoin qu'on puisse les écouter. La création de structures de l'État pour l'encadrement des enfants de la rue en vue de leur réinsertion dans la société active, afin de leur permettre de faire l'école et de mener une vie normale, est vivement souhaitée. Et la seconde moitié de la semaine a été plus marquée par le focus de notre rédaction sur quelques enfants non accompagnés. À Kinshasa, on les appelle enfants de la rue. L'action de la présidence de la République dans la lutte contre la corruption à la douane, les propos jugés démobilisateurs de l'artiste Antoine Agwepa et sa convocation par le CESAC, la réaction du gouvernement congolais au rapport des experts des Nations Unies sur la RDC et enfin le désaveu du secrétaire général de l'UDPS par les secrétaires nationaux du parti. Le tour en image. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi 10 juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de 3 conteneurs des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à la Direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repères stratégiques à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent de douane, invité à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après les discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des conteneurs des hyperguides au directeur général de la Direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique. Mais aussi, les agents de douane, à partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Le DG de la DGDA, Bernard Kabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. En fait, j'étais invité le vendredi demain, et c'est moi qui ai sollicité. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte
donc d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC, dire bravo à son président, M. Bossomé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme, et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé, et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et sortir d'ici, je pense à nos soldats, à faire d'ici. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC. Merci à Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités, vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDP Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes, décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le retrait, à partir de ce jour, de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Tshilomba et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise de mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoqué dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations de l'UDPS Tshisekedi, de l'intérieur comme celle de l'extérieur, se réfèrent dorénavant à ce nouvel ordre politique. Dans sa réaction du 11 juillet, jugée tardive sur le rapport des experts des Nations Unies dénonçant le désastre humain résultant de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il fait état de l'engagement par le Rwanda d'au moins 4000 militaires prétendument pour combattre les rebelles ADF. Le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences nécessaires de ces violences imposées aux populations civiles. Par ailleurs, plusieurs voix déplorent le mutisme de l'exécutif national de la RDC qui n'évoque pas avec précision le rôle mentionné de l'Ouganda dans cette agression. Le rapport des experts de l'ONU affirme que des responsables ougandais ont facilité le passage sans entrave des troupes du M23 et de l'armée rwandaise vers le Nord Kivu via le territoire ougandais. Le document fait également état des membres du M23 aperçus à plusieurs reprises cette année dans le pays de Yoweri Kaguta Museveni. La réaction du gouvernement congolais suscite multiples commentaires au regard des détails contenus dans le rapport final des experts des Nations Unies. La construction de la route Ngouba-Kamina-Mbujimai, qui nous réunit en ce jour, marque une étape cruciale qui matérialise le rêve, hier inimaginable, d'ouvrir la voie aux usagers de la route à partir du port en eau profonde de Banana dans le Congo central, jusque dans le Grand Katanga, en passant par le Kasaï, la Lomami, le Haut-Lomami. Ce projet joue la carte du désenclavement et du développement de notre pays comme jamais auparavant. Mesdames et messieurs,
Un homme d'État, Winston Churchill, a dit « La responsabilité est le prix à payer du succès ». Cette citation devra donc être intégrée dans le prisme de notre production, dans cette chaîne de responsabilité inédite où chacun des partenaires devra jouer sa partition pour ne pas ou pour ne jamais altérer le son déjà agréable aux oreilles de tous, celui d'un programme sino-congolais rénové pour un Congo retrouvé. En effet, depuis que le go de la renaissance du programme sino-congolais a été donné, les exigences à une gouvernance fondée sur la performance des résultats s'imposent à nous tous et à chacun afin de montrer aux générations futures les marques indélébiles des écrits de ces pages de l'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble sur fond de sacrifices, loin des erreurs du passé. C'est donc au plus fort des responsabilités des missions assignées à notre agence que nous pouvons vous rassurer, sans atermoiement, de notre détermination, avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, à mobiliser des ressources financières nécessaires au financement des infrastructures compétitives, durables et attractives pour un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Tunaanzia kubalabala, tuko pia na problème ya maji na problème ya courant tokana na délestage. Parmi les problèmes que traverse la population du Sud Kivu figurent l'eau, l'électricité, les routes et le chômage. Les habitants de la ville de Bukavu se sont exprimés en toute liberté devant leur gouverneur. Pour bien connaître les problèmes de la population, il faut écouter les plus démunis, les enfants de la rue communément appelés Maïbobo. Tous ceux-là qui n'ont rien, et vous serez en mesure de gérer cette province. Le problème de route est crucial pour nous. Nous vous supplions de tout faire pour que ces travaux en cours s'achèvent le plus tôt possible. Nous les jeunes, nous voulons avoir des espaces où cultiver pour gagner notre vie. Le chef de l'exécutif provincial a promis que les espaces à cultiver sont dans la plaine de la Ruzizi où les jeunes peuvent aller travailler. Comme un véritable garçon bec, le gouverneur Pouroussi a partagé le repas avec ses interlocuteurs dans un restaurant de fortune au marché de Nyamugo à Kadutu. Cette première étape consultative avec sa base a débuté dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Elle va se poursuivre les jours qui viennent à l'intérieur de la province. Par cet acte, la chef du gouvernement s'est conformée à cet exercice constitutionnel obligatoire auquel vont se soumettre également tous les membres de son équipe. À la lumière de l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, compte en banque. C'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Avant de déposer sa déclaration auprès du greffier en chef de la Cour constitutionnelle, François Aounja Isiawabosolo, la première ministre a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, en son cabinet de travail.
Elle a par la suite rendu une visite de courtoisie au procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Kokesha. À son arrivée à la haute cour, Jean-Michel Samalukonde est allé d'abord rendre une visite de courtoisie au président de cette juridiction, Dieudonné Kamuleta, avec qui il a eu un échange de quelques minutes avant de descendre au bureau du greffier en chef de la Cour constitutionnelle pour son acte républicain et un devoir après avoir occupé des fonctions importantes au pays. Nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance, parce que cela nous avait été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer à cette exigence qu'il nous a donnée. C'était une exigence demandée non seulement au Premier ministre, mais à tous les membres du gouvernement. Et je sais que dans la continuité de son action, on verra aussi le gouvernement entrant se livrer au même exercice. Et ici, la Cour constitutionnelle, c'est l'article 83 de la loi portant organisation de cette institution, la loi organique. Et donc nous sommes heureux, nous, de nous acquitter de ces tâches et bien sûr invitant par la suite ce même exercice puisse se faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Pour rappel, à son entrée en fonction, le Premier ministre honoraire avait déposé le samedi 22 mai 2021 la déclaration écrite de son patrimoine auprès du greffier de la Cour constitutionnelle. Et c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Excellent week-end chez vous. N'oubliez pas que le programme continue sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Portez-vous très bien. Au revoir.